derrière cette régie, cette console absolument mystérieuse pour moi. C'est-à-dire, j'essaierai de faire une seule émission. Là, je pense que ça ira en ondes quelque part dans un autre pays, mais je n'y comprends rien, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait. Alors voilà, aujourd'hui, toute une émission, on va parler de l'importance de la rétroaction dans nos vies. Je pense que la plupart d'entre vous êtes plus habitués au mot feedback, si vous préférez. Alors, de quelle façon le feedback peut nous faire évoluer? Et c'est le champion olympique, Alexandre Despatie, qui viendra nous parler de cet aspect important pour évoluer dans nos vies. Je ne sais pas si vous vous posez la question, mais ça a l'air que pas mal de monde se la pose. Est-ce que c'est vraiment plus économique à long terme d'acheter un appartement ou une maison ou de louer? Parce que louer peut aussi être une option qui peut rapporter. Il faut juste avoir pas mal de discipline. C'est François Gagnon qui va répondre à nos questions et vos questions aussi. Mais d'abord, nous allons consacrer toute notre première heure à l'importance que prennent de plus en plus les animaux dans nos vies. Prennent-ils trop d'importance? On entend dire que les animaux prennent la place des enfants pour certaines personnes. Et savez-vous qui a dit ça en plus? Il y a 2 ans, je pense, ou à peu près, le pape François. Ça m'amuse toujours de voir, parce que lui disait « Ah, c'est triste que les gens aiment plus leurs animaux que les enfants, ne font plus d'enfants, et c'est terrible pour la famille. » Oui, bien d'accord, mais ça me fascine quand même que ça vienne d'un être qui n'a pas d'enfant. Je ne sais pas s'il y a des animaux, mais c'est une chose est sûre, il n'a pas d'enfant. Alors donc, le pape François qui trouve que les animaux prennent trop de place dans nos vies. Mais bon, c'est vrai que nos toutous, nos minous, les autres petites bêtes petites ou grosses bêtes prennent de plus en plus de place. La pandémie a d'ailleurs amplifié le phénomène, ça c'est clair. Est-ce que c'est devenu trop? Et tous les soins, les services, les vêtements, les poussettes, les gugus. On va aborder tout ça d'abord avec la docteure Caroline Kilsdonk, médecin vétérinaire et éthicienne. Et se joindra à nous plus tard Pascal Lévesque, journaliste au Soleil, mère des Kardashiennes, 2 petites cotons de Tuléar. Moi, je dis Tuléar, probablement que ça se prononce Tuyard ou je ne sais trop, mais ce sont des chiens absolument magnifiques et délicieux et très drôles. On va commencer donc avec docteur Kilsdonk. Bonjour, docteur Kilsdonk. Bonjour, Madame Lavallée. Alors, j'aime toujours le côté éthicienne et je trouve que ça se prête tellement bien à la question d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, je dois vous dire à vous et aux gens du public, à nos auditeurs, que je suis biaisée, je suis folle des animaux. J'en ai eu. Là, en ce moment, je n'en ai pas. Mais c'est vrai qu'ils prennent une grande place. Je pense pas, dans mon cas, qu'ils prennent la place de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'autre, mais ils prennent toute leur place, je peux dire. Mais d'abord, pourquoi on en est rendu même à juste se poser cette question-là? Est-ce que les animaux remplacent les enfants? Il me semble que c'est une énorme question. C'est effectivement une énorme question. Pourquoi on se la pose? Probablement parce qu'on a vu une évolution culturelle quand même assez rapide. Quand je dis culturelle, c'est vrai que la perception de la possibilité de relations affectives avec des animaux de compagnie, c'est quelque chose qui existe ou pas dans une culture. Hein? Et puis, dans la nôtre, ça fait seulement quelques décennies là, que ça s'est développé. Alors, c'est un peu... Ce n'est pas étonnant que les questions se posent. C'est vrai, quelques décennies, si on regarde l'aspect où il fut un temps où le chien, ça dormait certainement pas dans la maison, puis les chats, ça restait dans la grange, dans l'écurie avec les chevaux, etc. Et c'était comme ça. On les aimait bien, mais les enfants les aimaient bien, mais ça restait dehors, puis pas de chien dans la maison, etc. Mais sinon, si on regarde la grande culture, la planète au complet, ça fait des millénaires que les gens, je pensais aux pharaons, puis à ces gens, les Égyptiens qui adoraient les chats. Oui. Je pense que ici aussi, on avait certainement des relations très étroites avec les animaux. Quand, à l'époque, là, des petites fermes avec quelques animaux de ferme, puis particulièrement, je vais parler des chevaux, ça prenait vraiment une communication puis une collaboration mutuelle très grande. Il y a quelque temps, je pensais à mes ancêtres là, qui ont fait la route de l'Ouest. C'est des gens qui ont traversé là, des situations très, très, très difficiles avec leurs chevaux. Puis pour que les chevaux les aident à traverser ces situations-là, il fallait vraiment que les chevaux aient confiance. Hein? Mm-hmm. Quand le cavalier disait au cheval, oui, vas-y. Et puis, il fallait aussi que la personne prenne soin de son cheval. Les deux étaient interdépendantes. Complètement. Alors, c'était une belle relation, peut-être un peu plus utilitaire
que, comment dire, de manière plus concrète que quand c'est une relation affective. Absolument. Mais l'émotion, il était pareil. D'ailleurs, c'est drôle que vous parliez de ça parce que moi, il me vient une image que j'oublierai jamais. Pendant le Grand Verglas de 98, à un moment donné, on voyait un fermier de la région de l'Outaouais, je pense côté ontarien, je crois, je suis pas sûre, qui tirait ses vaches parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Puis bon, elles étaient en douleur parce qu'il ne pouvait pas les traire. Et il pleurait à chaudes larmes là, en tirant ses vaches. Tu sais, c'est comme... on pourrait penser que, bon, un fermier avec les vaches, pas trop attaché, c'est-à-dire c'est justement utilitaire, pratique, c'est une production. Mais non. Il y a de tout temps, je pense. Et ça, je l'ai vu de près. J'ai grandi sur une ferme laitière moi-même. Donc, un cochon ou une vache, ou tu sais, genre, justement, j'ai lu là-dessus aussi, là, des enfants qui, tout d'un coup, voyaient du cochon à table, puis se disaient, j'espère que les parents cachaient à l'enfant que c'était leur ami, effectivement. La pandémie, Dr. Kills, donc, a montré aussi la profondeur et la difficulté de la solitude pour certains. Parce qu'on le sait qu'il y a de plus en plus de gens seuls. Dans certains cas, c'est un choix. Dans d'autres, ce n'est pas un choix. Mais la pandémie a forcé les gens à tout à coup voir l'ampleur de leur solitude. Bien, vivre seul pouvait très bien être un choix, mais toutes les conditions qui sont venues avec ont rendu ce choix-là pas mal plus difficile à vivre pour de nombreuses personnes. Avant même la pandémie, moi, j'ai essayé de pallier à la solitude de certaines personnes avec mes chiens, justement. Pendant 5 ans, je visitais des CHSLD 3 après-midi par semaine avec mes caniches royaux. Puis, les résidents, il y en a beaucoup qui avaient un grand sentiment de solitude. Puis la solitude, il faut pas penser que parce que ces gens-là en CHSLD ont une chambre et donc ils ont des voisins, puis il y a des centaines de personnes dans la même bâtisse, il faut pas penser qu'ils peuvent moins ressentir de solitude parce que le sentiment de solitude dépend des interactions puis des liens qu'on est capable de développer. Puis quand on utilise l'expression « seul dans la foule », ça dit tout aussi, hein? C'est-à-dire on peut se sentir très, très seul, même entouré. Absolument. N'est-ce pas? Une chose m'a frappée, d'ailleurs, vu que vous allez tout de suite vers cet aspect de la zoothérapie, vous avez des gros chiens. Et je ne sais pas pourquoi, moi, quand je pense aux personnes âgées ou aux tout petits enfants, je pense plutôt à des petits chiens pour faire de la zoothérapie. Est-ce que certaines personnes avaient peur quand vous arriviez avec vos gros toutous? Non, pas parmi les résidents. Écoutez, peut-être que j'en ai vu quelques-uns au cours des années, mais j'ai même pas le souvenir. Il y a des gens qui n'avaient pas d'intérêt, puis évidemment, là, on laissait tomber. Hein, le but, c'est pas d'imposer la présence d'animaux. Mais quand je vous disais tantôt que la possibilité de relation avec des animaux est très culturelle, quand beaucoup de travailleurs de CHSLD sont une immigration très récente et dans certains cas provenant de pays où les chiens sont des chiens errants, on veut s'en tenir loin, on dit que c'est pas propre et tout ça. Alors, pour ces gens-là, c'était quand même un petit choc culturel là, de voir des chiens se promener dans un CHSLD. Oui. Alors, c'est ça. Mais... Je peux imaginer. Ouais. Et pour revenir à tout cet aspect de la solitude, dans le dossier de recherche préparé par Isabelle, vous abordiez aussi le fait que les liens familiaux ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc, ça aussi, ça peut peut-être jouer dans l'attachement qu'on a envers nos animaux. La grosseur de nos familles, on a moins d'enfants et en plus, on est en lien moins étroit avec nos familles élargies. C'est certainement un facteur très important qui explique le développement de notre attachement très grand à des animaux de compagnie. Je pense que c'est une évidence. Donc, l'attachement avec des animaux de compagnie vient combler un besoin qu'on a. Besoin de relations, d'interaction, d'attachement. Moi, je dis aussi besoin de prendre soin. Ça, que je le voyais dans les CHSLD. Et c'est pas seulement les femmes, vraiment pas. Le besoin de prendre soin, de s'occuper d'eux, d'être sûr que quelqu'un dans ce cas-là étant des chiens, et dans des bonnes conditions, qu'on en prend soin, qu'on le flatte, qu'on le traite bien, qu'il manque de rien. Nourrir fait partie de ça, d'ailleurs. Tout à fait. Et j'allais dire, vous me faites penser à cette émission que je n'ai jamais oubliée, qui était passée il y a de nombreuses années au grand magazine 60 Minutes, grand magazine d'affaires publiques américain, où toute l'heure était consacrée à la zoothérapie. Et ils avaient fait des expériences aux États-Unis en plaçant des petits chatons ou des oiseaux auprès de grands criminels. Vous savez, ceux-là dont on pense qu'ils sont absolument pas réformables, des tueurs en série, des violeurs en série.
C'était incroyable de voir ces gens-là, justement, quand vous dites l'expression « prendre soin », de voir ce tueur au cœur très dur s'occuper d'un petit chaton avec une délicatesse. Puis apparemment que ça faisait évoluer la thérapie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'est toujours resté. Ça fait des années que j'ai vu ça et ça m'est toujours resté. Bon, j'allais vous dire, parce que on peut pas empêcher un cœur d'aimer, puis on peut pas décider à un moment donné, je vais l'aimer moins parce que c'est pas sain d'aimer mon animal comme ça. Mais en même temps, entre vous et moi, il y a des animaux qui ont des comportements qui peuvent s'apparenter à ceux de petits êtres. Je ne dirais pas humains parce que je veux quand même qu'on garde la différence. Mais il y a des chats, des chiens là, qui ont l'air de tout comprendre ce qu'on leur dit. Je pense à certains border collie, par exemple, ils veulent juste interagir avec nous. Ils veulent apprendre. Ils apprennent vite, etc. Comment résister à ça? Qui veut résister à ça? Est-ce qu'il faut? Je dirais que parfois, oui, il faut résister à ça, malheureusement, parce que l'engagement est vraiment à long terme. Moi-même, je le vis présentement. J'ai des chiens deux de mes chiens ont 13 ans et 13 ans et demi. Et je réfléchis à combien ma vie a changé depuis l'époque où je les ai eus. Probablement que si c'était à faire aujourd'hui, j'en aurais pas trois. C'est ça. Mais il y en a un qui s'est ajouté dans le contexte un petit peu par un concours de circonstances. Alors, il n'y a pas de problème là, maintenant. Donc, que ces chiens-là soient... Oui. Vous avez des enfants. Vous ne faites pas partie de ceux qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils aimaient trop les animaux. Donc, vous avez des enfants et des petits-enfants. Oui. Mais... j'ai eu mes chiens quand le dernier de mes 4 enfants a atteint l'âge de 12-13 ans. Donc, fini les câlins, fini l'affection. Là, j'avais seulement des adolescents avec un regard parfois un peu désapprobateur sur leur maman. Alors, il y a quand même quelque chose de ça qui fait partie du fait d'avoir eu des chiens que j'ai pas eu avant parce que ma vie était trop chargée avec les 4 jeunes enfants et notre mode de vie. Puis là, je suis prête à parier que quand les enfants voyaient donner toute cette affection aux chiens, ils devaient se dire « on voudrait un câlin, maman ». Pas trop, hein? Les ados, ils sont pas fous de ça. Non, pas les ados sont pas fous de ça. Pas les miens. On va s'arrêter pour une petite pause. J'ai très hâte de vous entendre, chers auditeurs, de vous voir participer à l'émission, à ce que vous vivez avec vos animaux, ce qu'ils représentent dans vos vies. 514-790-9850, 1-866-790-9850 ou texto 98985. De retour avec Dr Caroline Kilsdonk, médecin vétérinaire. On dirait-tu médecine vétérinaire? On dit pas de médecine. Non. Médecin vétérinaire et éthicienne. J'aime beaucoup l'aspect éthicienne. Je trouve ça fabuleux comme heureux mélange, surtout avec le sujet d'aujourd'hui. Texto, Marlène nous écrit « Les animaux, c'est la première merveille du monde ». Comme je disais, c'est vrai que c'est difficile de résister, surtout, en fait, presque toute forme de vie, hein, quand ils sont bébés, là. Écoutez, c'est neurophysiologique. Ça vient nous chercher. On est programmé pour réagir. Il y a des traits, on appelle ça la néoténie, hein, la tête plus grosse, les yeux plus grands. Alors, tout ce qui fait qu'un animal ressemble plus à un bébé. Ouais. Et même les adultes de plusieurs races ont de plus en plus de ces traits-là. Donc, les races, dans le fond, quand on fait la sélection, on sélectionne un peu ces traits-là qui nous attendrissent plus. Ceci expliquant cela. Roland au téléphone. Bonjour, Roland. Bonjour, Roland. Ça va bien? Très, très bien. Et vous? Très bien, très bien. On vous écoute. Ouais. Moi, je voudrais vous dire, déjà, en partant, j'aimerais dire aux gens qui pensent avoir un animal, un chien, un chat, peu importe l'animal. Vous savez, madame, on n'achète pas un animal, on adopte un animal. Les gens qui pensent qu'on achète un animal, c'est pas des gens vraiment qui pensent vraiment... Oui. Comment je peux bien dire ça? À l'engagement. À l'engagement. Vous savez, j'entends des gens souvent... j'ai entendu pendant la pandémie... des amis, des gens, ben là, je vais m'acheter un chien, mais là, je vais avoir un chien qui perd pas de poils. Je vais avoir un chat ci, un chat ça. Moi, je le dis, regardez, là, vous n'êtes pas fait pour avoir des animaux. Ouais. Un chien, moi, j'ai une chienne, une belle chienne, une bergère australienne. Et je dois vous dire, c'est de l'amour inconditionnel. Ça, c'est... les gens, quand les gens comprennent ça, là,
Après ça, là, oui, c'est vrai, c'est beaucoup de temps, mais c'est quoi? Ça a des bons côtés. Absolument. Moi, la mienne, elle me fait faire d'exercice. Je marche en moyenne de 5 à 10 km par jour avec. Wow! Hey, bravo, Roland, bravo. Et merci beaucoup de votre appel parce que vous me donnez plein de pistes encore là de discussion. L'engagement. Dr. Kilsdonk. Il faut y penser. On est séduit, par exemple, ne pas céder à la petite tentation là, dans les pet shops, dans les animaleries. Ils disent que quand on le peut, il faut voir la maman pour voir comment le bébé risque de se comporter avec les humains, etc. Il y a toutes sortes de petites... je vous laisse la parole, Dr. Kilsdonk. Mais là, vous évoquez l'importance du choix qu'on fait. Ça, on pourrait le développer plus à un autre moment parce que c'est un sujet en soi de vraiment bien choisir son animal de compagnie. Mais effectivement, c'est la durée de l'engagement. Mais c'est pas seulement la durée, c'est notre investissement dans la relation. Vous savez, des fois, les gens me disent est-ce que c'est bénéfique avoir un animal de compagnie dans sa vie? C'est pas nécessairement bénéfique. C'est comme n'importe quelle relation. On peut s'investir dans la relation et elle peut être positive pour les deux protagonistes. Si on ne s'investit pas dans une relation avec son animal de compagnie, je vous dirais peut-être plus pour les chiens et les chats qui sont un peu plus exigeants. Certains chats sont moins demandants. Mais si on s'investit et que la relation est mutuellement bénéfique, on a les conditions en place pour que tout le monde soit heureux et qu'on retire du positif de cette relation-là. Et j'ai peur de l'oublier plus tard, alors je vais le glisser maintenant. Si vous songez à adopter surtout un chien, un chat, comme on disait, on dirait c'est ça, il y a des choses innées, ils savent comment trouver la litière, il y a moins de choses à montrer. Mais un chien, je vous dirais, si vous êtes capable de prendre 2-3 semaines de congé quand vous l'adoptez, là, c'est important. Et comme quelqu'un m'avait dit à l'époque aussi, reste pas à la maison tout le temps, là, sors un petit peu pour qu'il s'habitue à ton départ. En tout cas, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses écrites aussi, alors c'est facile de s'informer. On va revenir sur l'aspect engagement et ce que ça implique. Nicolas au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Très, très bien. Et vous? Oui, très bien. Pour commencer, j'adore ton émission. Merci. Puis, moi, j'appelais pour parler de mon gros Sylvestre, un chat tuxedo noir et blanc que j'ai adopté il y a déjà 4 ans au refuge. Là, puis c'est la meilleure décision que j'ai prise. Je m'en passerai pas de ma bébite. Réaction, Dr. Kilsdonk? Un bel exemple d'adoption positive, de relation positive. Écoutez, c'est toujours beau à entendre. Oui. Et puis quand les adoptions sont non réussies, ben c'est toujours triste. Et puis, comme les gens qui ont des chats, parfois, quand ils veulent ajouter un deuxième chat, parfois, c'est pas facile. Moi, j'ai essayé, j'ai jamais pu. Par contre, j'ai ajouté un chien, puis ça, c'était comme si mon chat trouvait que c'était peut-être moins intelligent que lui. Là. C'est un être inférieur. Ça s'est très bien passé. On sait jamais. Merci beaucoup de votre appel, cher Nicolas. On va parler à Félix maintenant. Félix, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, ma fille est allergique aux chats et aux chiens. Oh. Et je trouve que des fois, on veut donner trop de place aux animaux. Je dis trop. Je n'ai pas dit de ne pas en donner. Cela étant dit, quand dans les écoles, par exemple, là, c'est juste un parallèle, on fait très attention aux allergies alimentaires. Mais dans les lieux publics, un peu partout où les chats et chiens peuvent s'asseoir à peu près dans plusieurs restaurants, un peu partout, les gens allergiques qui arrivent après, on n'en tient pas compte. Donc, il faut trouver un juste milieu dans ça. Il faut pas... exactement, le mot, c'est l'anthropomorphisme, je crois, c'est le fait qu'on donne aux animaux le même rôle qu'on donne à des êtres humains, et c'est pas la même chose. Quoi que tous les psychologues peuvent en dire, moi, je ne crois pas que ce soit la même chose. Et il faut essayer de trouver ici la ligne pour dire, gars, c'est là que ça s'arrête. Les gens, je suis bien content qu'ils achètent un animal, parce que moi, j'ai adopté ma fille, je ne crois pas qu'adopter un chat, c'est la même chose qu'adopter un enfant. Il faut faire attention, c'est comme dire adopter une plante ou adopter un outil. Là, j'exagère un peu, je l'admets. Oui, j'essaie juste de vous montrer un petit peu le contrepoids des discussions, parce que dans les lieux publics, on ne fait pas attention à ceux qui sont allergiques. Et ceux qui sont allergiques sont exclus à cause des gens qui veulent absolument apporter leurs animaux. Je ne dis pas amener, c'est apporter un animal. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant, cet aspect-là. Là, je fais juste un peu un contrepoids. Je fais même pas l'avocat du diable ici, madame. Tout ce que je fais, c'est que je donne les choses telles qu'elles sont. Pour ceux, comme ça. Oui, tout à fait. J'aimerais ça, M. Félix. Oui, M. Félix, j'aimerais ça que Dr. Kilsdonk réagisse à vos propos.
Ben, je vous en prie. Bien, écoutez, moi, quand j'aborde le côté éthique de nos relations avec les animaux, c'est ma principale préoccupation. C'est le juste équilibre entre les besoins, les besoins des humains et ceux des animaux et de ceux qui aiment les animaux et qui veulent les emmener partout. Alors, je comprends tout à fait votre préoccupation et comme par exemple, on me questionne souvent sur qu'est-ce que vous pensez de la possibilité d'emmener ses animaux de compagnie ou son chien, là, disons, son chien au travail. Ben, c'est parce qu'il y a des gens allergiques. En principe, oui. C'est bien beau, ça a l'air très positif, mais si on vient nuire à des personnes pour combler le besoin des autres à qui ça fait plaisir d'emmener leur animal, ben, c'est un problème. Puis il y a aussi des gens qui ont peur. Là, on parle moins des chats, on parle plus des chiens. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Et moi, je dis toujours aux gens, comme propriétaire de chiens, c'est votre responsabilité de respecter les gens qui ont peur des chiens. Oui, ou les gens qui les aiment pas, carrément, ça peut exister aussi, c'est tout. C'est ça. Et c'est tout. Donc, si on respecte des règles de civisme de base, quand je marche sur un trottoir et qu'il y a quelqu'un qui vient à ma rencontre, ben je tiens la laisse de mon chien plus courte et s'il faut, je traverse le chien de l'autre côté de moi-même pour qu'il soit pas entre l'autre personne et moi, mais qu'il soit de l'autre côté. Et on voit dans les yeux de la personne qui s'approche, genre, regarde, moi, j'en ai rien à cirer. Ou au contraire, quelqu'un qui vous sourit puis qui regarde le chien déjà. Des fois, on peut même s'arrêter puis la personne va être contente de passer du temps avec le chien. On a un autre appel avant la pause. C'est Normand au téléphone. Bonjour, Normand. Bonjour à vous. Je m'attendais pas de donner suite sur le téléphone, mais c'est venu me chercher. Moi, à la maison, j'ai pas d'enfant. J'ai un chat et une chatte de la même âge, ils ont 3 ans, puis j'ai une chienne. Du Jack Russell avec des pagnoles, OK? Et elle est d'une canne de Red Bull. Très agitée. Une épagnole Red Bull. Comment vous dites un épagnole? Pitbull? Jack Russell. OK. Jack Russell. OK. Et puis, ça, ma douce, quand elle va prendre la marche avec, le chat suit le chien. Mon chat, là, c'est un cougar, OK, style. C'est un cougar. Moi, je te dirais, il aime l'aventure. Le Diana Jones, mais il est à poil. C'est tout. C'est juste ça. Mais dans la maison, là, vu qu'on n'a pas d'enfants, ils se mettent, comment je pourrais dire, sur le dos. Quand tu te mets sur le dos, là, c'est parce que il fait comme si on n'était pas là. C'est les environnements. Si on avait des enfants, ça ne serait pas le cas partout. Ils seraient plus cachés. Mais tu rentres dans la maison, là, puis le matin, quand je me lève, là, puis je me lève à 5h moins quart, le matin, quand je me lève, puis aussitôt que j'ouvre la porte, il est dans mes jambes jusqu'à temps qu'il y ait son petit plat de bouffe ou que je le sorte dehors. Hey, j'ai dit, tu t'arranges que j'appelle mon boss dire que je rentre pas parce que je me suis enfargé dans un show. Puis avec ça, faut faire attention. Puis avec ça, Marie-Claude, de l'autre bord du châssis, je nourris des cardinales. Ben, en tout cas, vous aimez les animaux, ça fait du bien à entendre. Normand, je vous remercie beaucoup. Oui. On va devoir aller à la pause. Merci de votre belle histoire. Docteur Kills, donc, on va s'arrêter pour une petite pause. Juste avant, je vais lire quand même quelques textos intéressants. Quelqu'un qui nous dit « J'ai été beaucoup intimidée dans ma vie. Un chien ou un chat t'aime de façon inconditionnelle. J'ai toujours voulu avoir un chien, mais vivant en appartement, je peux pas en avoir. J'ai donc une Maine Coon, une race de chat qui a des comportements très canins. Elle aime jouer, rapporter la balle. Les Maine Coon, j'en ai déjà eu un, sont magnifiques. Des gros matous, des beaux gros poils, là. Mais c'est pas doux comme de l'angora, là, mais c'est beau gros matou ou une belle grosse matoune. Ouais. Quelqu'un qui dit mon chien représente l'autonomie car c'est un chien guide et mon chat, c'est mon soutien émotionnel car en ce moment, je passe des périodes difficiles. Mes animaux m'empêchent de tomber trop bas. C'est vrai que les animaux nous tiennent compagnie, peuvent nous aider à traverser, nous forcent aussi à marcher quand on a un chien. Juste cet aspect-là peut être intéressant. Bon, quelqu'un qui nous dit un animal est plus reconnaissant qu'un enfant, mais ça, c'est une opinion. Je la dis là, par respect pour les auditeurs et ceux qui nous écrivent. Comment peut-on à la fois manger certains animaux et faire de l'anthropomorphisme avec d'autres? Excellente question. Excellente question. Et juste avant la pause, si votre maison passe au feu, allez-vous sauver votre chat ou votre enfant en premier? Si on cessait de traiter les animaux comme des humains ou parfois même mieux? Moi, je pense que je dirais dans un monde idéal, on sauve les deux, n'est-ce pas? On sauve nos enfants. Dans un monde idéal, on sauve les deux. Ben oui.
Mais dans, sinon, dans le monde réel, on sauve l'enfant. je pense que c'est évident qu'on sauve l'enfant en premier. C'est ça, la question ne se pose pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui hésitent entre les deux. Je l'espère. Bien, ouais, en effet. On l'espère tous. On s'arrête pour une petite pause de retour avec Dr Caroline Kills, donc tout de suite après. Et tout à l'heure, nous aurons une autre invitée qui est folle de ces deux petites chiennes. On parle ce matin de l'importance de nos animaux dans nos vies. Et certains considèrent que les animaux prennent trop de place dans nos vies, remplacent même les enfants. Alors, on se pose la question avec Dr Caroline Kills, donc médecin vétérinaire et éthicienne. Et comme je le disais en début d'émission, dans ce cas-ci, le titre d'éthicienne a toute sa place aussi sur justement la façon dont on considère nos animaux. Et se joint à nous pour une partie de l'heure, Pascal Lévesque, journaliste au Soleil, qui, grâce aux réseaux sociaux, nous fait bien vivre la vie de Scarlett et Céleste, ces Kardashians. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc-Claude, ça va bien? Ça va très, très bien. Alors, coton de Tuléar ou coton de Tuyard, comment tu le prononces? Coton de Tuléar, ou en anglais, cotton Tuléar. J'aime bien ça le dire quand je me promène dans Westmount. Alors, les cotons sont tellement beaux. C'est le chien royal de Madagascar. Fait que, tu sais, quand même, j'ai de quoi parader. Absolument. Puis avec des noms comme Scarlett et Céleste, absolument. Oui. D'ailleurs, j'ai une petite question à poser à Dr Kilsdon parce que c'est venu pendant la pause et tu vas voir, c'est très, très important. Et justement, je pense que c'est pas un problème auquel tu fais face. C'est l'aspect de la dangerosité de certains animaux et du fait que les propriétaires nient la dangerosité de leur animal. Et je veux entendre Dr Kilsdon là-dessus. Après, Pascal, on est à toi. Oui. Bien, je vais séparer ma réponse en deux. Il y a le chien assez sain, mais qui parfois peut réagir à une menace par différents avertissements et éventuellement peut-être une morsure. Donc, on parle des morsures qu'on appelle défensives. C'est le chien qui se sent coincé. Et puis, tu sais, dans une certaine mesure, c'est une réaction normale là, pour un chien, mais c'est toujours dans une certaine gradation. Alors ça, il en arrive énormément de ces morsures-là au sein des maisons parce que les gens ne sont pas conscients des risques, ne voient pas les signes précurseurs. Alors, ils vont laisser beaucoup trop de liberté, par exemple, à des enfants autour des animaux, les libertés des deux côtés, là, je vous dirais, là, sans assez de surveillance. Mm-hmm. Il y a aussi le côté de certains animaux qui ont vraiment un niveau de dangerosité là, plus élevé. Oui. Et parfois même, ils ont mordu. Parfois, c'est des attaques qui sont, vicieuses. On appelle offensives. Oui, c'est ça. Oui. Puis moi, j'ai fait ça à un moment donné dans ma carrière, évaluer la dangerosité de chiens après leur morsure. Et beaucoup de propriétaires sont dans le déni. Ouais. Alors, ils pensent que non, même après les incidents de morsure. Puis si je reviens aux propriétaires précédents, ils sont comme dans le déni qu'il y a un risque possible. Mais le risque est toujours là. Oui. Il faut vraiment, en amont, mettre toutes les conditions gagnantes. Tout à fait. Connaître son chien, puis même se souvenir toujours qu'un chien, c'est un chien, puis qu'il peut y avoir une surprise à un moment donné. Pascal, oui, bien sûr. Je vais ajouter quelque chose à ça parce que c'est un risque aussi qui est partagé. Puis je vais faire une comparaison avec les voitures. On éduque nos enfants, puis on est éduqués à regarder des deux côtés de la rue, puis à faire attention aux voitures, à faire attention aux autres véhicules qui circulent sur la voie publique. Bien, de la même manière, on devrait davantage éduquer les gens par rapport aux chiens, puis par rapport à reconnaître un chien qui est stressé, un chien qui comment l'approcher, etc. Parce que moi, c'est quelque chose que je constate avec mes deux cotons. C'est sûr, c'est pas des gros chiens qui ont l'air méchants, mais je remarque qu'il y a vraiment une lacune dans la manière dont mes parents envoient les enfants flatter mes chiens sans me demander la permission. Aïe, il faut pas faire ça jamais. Puis ce que je trouve dommage, c'est que j'en profite pour faire de l'éducation parce que je me dis, c'est mieux de commencer avec des cotons édentés, parce que, bon, ils ont fait du taf puis ils sont édentés, mais que de commencer avec un chiot de 60 livres que toutes ses dents. Oui. Mais les parents, pour ça je dis que c'est dommage, il y a des parents qui sont insultés que je prenne la peine d'entraîner leurs enfants à bien approcher le chien. Cela dit, il y en a qui le font très bien, mais quand même, il y a des grandes lacunes d'éducation par rapport au comportement des chiens de la part de la population en général aussi. Oui, pour avoir eu un chien longtemps, je vais juste faire un petit commentaire que je ne dis pas
ce qui se passe du côté du Québécois comme tel, parce que là, je veux juste parler de touristes, parce que ça m'est arrivé de croiser beaucoup de touristes quand j'avais ma petite chienne, et eux me demandaient la permission tout le temps. Et ça me frappait à l'époque. Est-ce que mon enfant peut caresser votre chien? Et ça me frappait à quel point c'était comme automatique. Mais je dis pas que ça ne l'est pas pour les Québécois, je le sais pas, ça donnait comme ça, là, que c'était dans un quartier touristique. Oui. Donc, toi, Pascal, tu me confirmes qu'il ne le demande pas. Oui, non, mais c'est une observation que j'ai aussi faite. Évidemment, c'est anecdotique et non pas scientifique. Non, loin de là. Mais je le constate effectivement beaucoup ici où je suis en ce moment, dans le Vieux-Québec, là, depuis des années. Ça fait quand même 14 ans que j'ai Scarlett. Mais on a voyagé beaucoup avec nos chiens en Europe et aux États-Unis. Puis oui, on nous demande la permission. C'est automatique. C'est frappant quand on revient ici. Comment les petites mains sautent directement sur notre chien. Oui, puis ça peut faire peur, un chien. Puis un chien qui a peur peut attaquer. Puis un petit enfant, pas grand, il peut se faire mordre en pleine face alors que c'était pas voulu, là. Et moi, je dis toujours, au-delà... Oui, vas-y, allez-y, docteur Kelton. Au-delà de la prévention de morsure, puis bravo de le faire, là, bravo d'éduquer les gens. Je le fais moi aussi, là, parce que évidemment, quand on a des chiens qui ont l'air gentils, qui sont beaux, les gens ont envie les enfants ont envie de les flatter, puis on éduque les adultes qui sont à côté par la même occasion. En effet. En tout cas, alors, bravo de le faire. Je fais le même constat. Mais au-delà de ça, là, moi, je dis toujours, il faut que les contacts soient mutuellement bénéfiques. J'ai maintenant, dans quelques mois, je vais avoir mon 4e petit enfant. Donc, 3 chiens de relativement grande taille avec des jeunes enfants depuis 5 ans. Donc, un petit bébé qui s'en vient, là, oui. Exactement. Et puis, la première chose que j'ai faite, c'est d'installer des barrières dans ma maison. Pas parce que j'avais peur que mes chiens... c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On veut éviter toutes les situations désagréables d'un côté ou de l'autre. Alors, on veut pas un grand chien qui fait tomber un enfant accidentellement. On veut pas que l'enfant développe une phobie parce qu'on met le bébé à terre pour jouer et puis qu'il y a une face de chien qui arrive juste devant au-dessus de son visage. Alors, on veut que toutes les interactions soient mutuellement positives et comme ça, c'est vraiment de l'investissement à long terme. C'est la même chose, là. Si des gens disent « je vais tenir mon petit chien dans la rue pour laisser les enfants le flatter », ça se peut que le petit chien, il ne vive pas positivement ça. Alors, peut-être que progressivement, il va devenir plus réactif. En effet. C'est pas notre souhait. Là, j'ai un gros point à apporter. Est-ce que j'en parle avant la pause ou est-ce qu'on est mieux d'aller à une pause? Je vous explique en fait la question justement dans cet aspect où les animaux prennent de plus en plus de place. Est-ce que justement toute la business qui se développe et toute la machinerie, la médecine vétérinaire qui évolue, est-ce que tout ça ne vient pas jouer aussi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, moi, je me souviens, quand j'étais petite fille, on avait un chien, puis quand elle était plus bien, je dis, en général, c'était comme, il va falloir l'endormir parce qu'elle est souffrante, puis qu'il y a telle affaire, puis ça finissait là, puis on pleurait de notre vie, puis après ça, aujourd'hui, non, les options, puis ça coûte cher, puis on est dans les milliers de dollars. Pascal, jusqu'où tu es prête à aller? On va aller sur cet aspect-là, puis on verra jusqu'où on peut se rendre avant d'aller à la pause. Pascal, tu es prête à aller jusqu'où, toi, pour tes petits, tes petites? OK. D'abord, je fais du pouce un peu sur ce que tu viens de dire, Marc-Claude. Oui. Tant mieux si les gens sont prêts à s'investir pour leur animal de compagnie. Ça démontre qu'ils ont à cœur le bien-être de leur animal, ce qui n'était pas toujours considéré avant. Maintenant, oui, la médecine vétérinaire évolue. Ça va de pair avec les préoccupations qu'on a pour le bien-être animal, évidemment. Puis, je comprends qu'il y a des gens, comme en médecine humaine, vont s'acharner, vont faire de l'acharnement thérapeutique. Mais dans mon cas, à moi, avec mes Kardashians, je suis quand même capable de voir si mon chien est souffrant et que, là, c'est terminé. Moi, c'est le vétérinaire qui a l'expertise là-dedans, qui va être capable de me dire, je pense que ta chienne, elle a fait un bon bout, mais là, son arthrite la fait de plus en plus souffrir. Les injections qu'on lui fait, c'est plus suffisant. Je pense que là, elle n'a plus de qualité de vie. Mais on le sait, ça fait des années qu'on vit avec notre animal, qu'on est capable de reconnaître. Et moi, je suis prête à aller. Je suis privilégiée, je le dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne le sont pas. C'est un défi de vivre avec des chiens qui sont vieillissants, mais vraiment,
c'est un gros, gros défi parce qu'ils ne peuvent plus nous suivre comme ils faisaient avant. Non. Et Pascal, j'allais dire, c'est crève-cœur parce qu'à un moment donné, il y a des décisions qu'on doit prendre aussi financières. Point barre. Ça s'arrête là. Docteur Kilsdonk, est-ce que ça arrive que des vétérinaires poussent la note un peu trop loin? C'est-à-dire, se préoccupent pas trop des fois. Moi, j'ai eu affaire à une vétérinaire qui m'avait touché beaucoup parce que ma petite chienne avait une maladie et vers la fin, elle m'a dit, écoute, on pourrait faire telle affaire, ça va lui donner pas plus que 6 mois. Et je l'avais regardée, je lui avais dit, qu'est-ce que vous feriez si c'était la vôtre? Puis elle m'avait dit, j'arrêterais. Et je l'avais apprécié. J'ai braillé, n'est-ce pas? Mais je l'ai apprécié. Le rôle du vétérinaire dans cet aspect-là de fin de vie? Le rôle du vétérinaire est extrêmement délicat. Le vétérinaire travaille pour une entreprise qui exerce dans un marché libre. Et le vétérinaire aussi, dans sa formation, a appris à soigner. Son but, c'est de soigner. Alors, arriver et dire, à ce moment-ci, peut-être qu'on peut arrêter de soigner. C'est pas dans la nature de la profession, tout comme c'est difficile pour les médecins du côté humain. Tout à fait. Alors, il y a ce côté-là. Bien sûr, il y a aussi un côté monétaire et on sait que de plus en plus, les entreprises vétérinaires, en plus, là, sont la propriété de gros conglomérats. Alors, puis il y a d'autres aspects qui viennent en ligne de compte. Alors, moi, je considère que c'est vraiment important que vous soyez capable d'avoir cette conversation-là avec votre vétérinaire. Et Pascal, elle a parlé de la situation où la qualité de vie de l'animal n'est plus là. C'est un des facteurs. Mais Madame Lavallée, vous avez, évoqué les limites financières. C'est tout à fait acceptable que les gens aient certaines limites financières et mettent une limite. C'est normal et inévitable. Et il y a aussi l'impact sur notre propre qualité de vie. Absolument. Parce qu'un animal qui demande beaucoup de soins, c'est exigeant. Absolument. On s'arrête pour une autre petite pause et de retour après pour terminer cette heure qu'on aurait pu prolonger jusqu'à la fin de la journée. À tout de suite. On poursuit pour quelques minutes encore cette merveilleuse discussion, d'ailleurs, qui se poursuivait pendant la pause avec le docteur Caroline Kilsdonk, médecin vétérinaire et éthicienne, et Pascal Lévesque, journaliste au Soleil, qui est passionné de ces Kardashians, dont on connaît beaucoup d'aspects, finalement, avec les réseaux sociaux. C'est important pour toi qu'on les connaisse bien, les petites, hein, Pascal? Bien, c'est ça, parce que c'est un peu mes nains de jardin, comme je fais référence au film Amélie Poulain, mais parce qu'on voyage, puis j'aime bien mieux mettre des photos de mes chiens que des photos de moi-même, là, mais parce qu'elles sont tellement belles. Oui. Mais c'est tellement... Oui, je les mets en vedette, mais parce que je pense que je suis tellement emballée par l'interaction que ça procure de promener des chiens puis de les amener avec moi partout où je vais, puis elles ont complètement intégré mon mode de vie, là, je veux dire... on s'est jamais croisé, Marc-Claude, de Radio-Canada, mais je le sais que tu sneakais ton chien au CDI, mais c'est ça, toi! C'est drôle! Je faisais la même chose. C'est drôle, oui. La bière, elle se cachait dans un sac. C'était son choix. C'est elle qui avait choisi d'aller dans le sac. Mais c'est ça, je faisais la même chose avec Scarlett et Céleste. Scarlett, elle a fait beaucoup d'enregistrements du talk show de Pénélope McQuaid. Oui. Scarlett, qui a quel âge maintenant? Elle va avoir 15 ans au mois de juillet. Elle est un peu mêlée, elle fait un peu d'arthrite, commence à faire de la dégénérescence maculaire, donc elle est en train de devenir aveugle, là, dans le plus simple. Puis elle perd l'ouïe, là, parce que, je veux dire, c'est une gériatrique, là, c'est un chien gériatrique. Puis, tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que avant, je jugeais les gens qui promenaient leurs chiens en poussette. Mais on ne le sait pas, c'est peut-être un chien gériatrique qui est plus capable de marcher. C'est un très bon point, ça. Ça, c'est pour Isabelle. Notre amie Isabelle, qui disait, j'ai vu un chien dans une poussette, j'en revenais pas, mais c'est vrai, ça peut être un chien âgé. Ou un chien handicapé, on ne sait jamais. Parce que des gens, c'est ça. Quand on aime notre animal, on veut l'accompagner jusqu'au bout dans les limites de la responsabilité. Ça, c'est important de le dire. Il y a des gens... Moi, quelqu'un m'avait dit, Pascal, un jour, quand mon premier animal était vieillissant, tu vas voir un jour, elle va te le dire. Tu vas le voir. Et je l'ai ressenti. Dr. Kilsdonk me dit que... Oui. C'est pas tout le monde, hein? Pas tout le monde arrive à voir quand l'animal est vraiment prêt. Quand sa condition s'est tellement détériorée que sa qualité de vie est absente. Malheureusement, les vétérinaires font souvent face à des clients qui n'arrivent pas à prendre la décision. Puis, vous savez, du côté humain, en attendant la mort, quand des personnes souffrent, on met en place des soins palliatifs.
En médecine vétérinaire, on n'a pas des maisons pour offrir des soins palliatifs. Alors, si l'animal est trop souffrant, la solution, c'est vraiment l'euthanasie. Alors, puis des fois, c'est ça. Les gens n'arrivent pas à prendre la décision. C'est trop difficile pour eux d'y faire face. Tellement difficile. Puis des fois, c'est vrai, l'animal est plus que prêt. En fait, l'animal est souvent prêt bien avant nous, n'est-ce pas, Pascal? Ben oui, certainement. Puis je vais bien là-dessus. Mais ce qui est le plus difficile, par contre, c'est d'être accompagné. On parlait de soins palliatifs, puis on a évoqué rapidement là, le fait qu'il y a des grosses compagnies qui achetaient beaucoup de cliniques vétérinaires et tout ça. Puis dans cette espèce de foulée-là, c'est difficile d'avoir accès à toujours le même vétérinaire quand on entre dans ces groupes-là, quand on prend rendez-vous, d'être accompagné dans cette relation-là, parce que chaque fois, c'est quelqu'un de nouveau, en fait, qui voit notre animal. C'est que ça devient difficile, finalement, d'avoir un accompagnement adéquat jusqu'à la fin. Évidemment, je veux dire, c'est pas généralisé, mais c'est un peu ce que j'ai vécu, moi, dans les dernières années, mais tout se règle. On est capable de se parler, puis on est capable d'arranger des choses. Ouais. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué, puis qui rend un peu cet accompagnement-là vers la vieillesse et vers la fin de mon animal un peu plus difficile. N'est-ce pas? Est-ce que tu as l'intention, Pascal, parce que là, le temps passe, on a presque terminé l'heure, est-ce que tu as l'intention de toujours avoir des animaux dans ta vie? Moi, je suis dans une phase où j'en ai pas. Je me dis toujours, bon, quand j'arrêterai de travailler, peut-être que, parce que ça me manque énormément, mais moi, depuis bébé, là, j'ai toujours voulu des animaux. Alors toi, ça va continuer. C'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Oui, puis j'ai 44 ans, là, je calculais le nombre de chiens que je serais capable d'avoir et de prendre soin jusqu'au bout. Puis, parce que j'ai déjà adopté Céleste quand Scarlett, elle avait 7 ans pour faire une espèce de transition. Bon, on s'est retrouvé avec un chien qui avait des problèmes de dos, mais c'est pas grave, je vais acheter une poussette, il n'y aura pas de problème. Mais oui, ça fait partie de ma vie, puis j'ai pas d'enfants, puis j'en aurai pas. Puis ça enlève rien aux enfants du monde entier que je prenne soin de mes chiens. Au contraire, je vais avoir des animaux toute ma vie parce que ça m'a ouvert à un monde, ça m'a gardé sur le plancher des vaches, ça m'a permis de développer des relations avec des gens qui n'avaient aucun rapport avec mon mode de travail, là, etc. Donc, je trouve que c'est pour ça que c'est important l'animal. C'est vraiment les meilleurs enseignants de l'empathie, je trouve. Très juste, très, très juste. Et ils nous apprennent des choses, ne serait-ce que, justement, la mort, l'accompagnement de tout ça. Ce sont des leçons de vie. Ils sont là pour nous apprendre des choses aussi. On va peut-être terminer là-dessus avec Dr. Kilsdonk. Pascal, je te reviens dans quelques instants. Comme toute relation, c'est ça. Quand on s'investit, on a des choses à apprendre, que ce soit par rapport à la maladie, à des difficultés que l'animal peut avoir à traverser, qu'on va l'aider à traverser, par nos propres difficultés face à la relation. Donc, dans toute relation, on peut tirer des enseignements. Puis dans la mesure où une relation est mutuellement bénéfique, qui sommes-nous pour juger? Je vois pas pourquoi on irait juger les gens sur l'importance de leur relation avec leurs animaux. C'est bien dit, et c'est vrai qu'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant et qu'on a un animal que, on a décidé qu'on n'aimait pas les humains. Mais Pascal Lévesque, journaliste au Soleil, un énorme merci, même si tu as trahi mes grands secrets. Non, j'adore. J'ai une photo d'ailleurs. Je vais peut-être demander à l'équipe de la mettre sur le web. Alors, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Dr. Kilsdonk. Ça a été vraiment un plaisir et très informatif comme heure. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête. Petite pause au retour. Est-ce qu'on achète ou on loue une maison ou un appartement? À tout de suite.